Bagarre, bagarreuse, bienvenue à la bagarre. Salut Jeep. Salut J. Bonsoir Bertrand. Salut Juji. Salut Jeep. Bonsoir Bertrand. Merci beaucoup d'être à la bagarre. On va parler situation du MMA en France, avenir du MMA en France, avec l'un des pionniers du MMA. T'as tellement de fonctions et de qualificatifs, on va pas faire tout l'historique. Est-ce qu'on peut encore t'appeler Iron B? Ça faisait longtemps. On m'appelait comme vous voulez. Iron B, c'est un surnom qui est venu après les Jeux méditerranéens en judo, D'accord. en 91, que je gagne. Et je fais une interview, en fait. Et enfin, je fais une interview et les journalistes ont interviewé les gens que j'ai rencontrés. Et ils leur ont tous dit, le mec, on dirait du fer. D'accord. Donc c'est resté Iron comme fer et B comme Bertrand. Voilà. Pas mal. Ok, je pensais que c'était aussi une référence à Iron Mike, mais voilà. Non, pas du tout. Ok. Ça aurait pu. Top. On t'a invité. De toute façon, ça fait longtemps qu'on communique Ouais. ensemble sur les réseaux. On a eu l'occasion de discuter après l'avenue de Lionel Brézéfin. Ouais. Et récemment, on a recommuniqué suite à cet événement qu'il y a eu à Paris, au PFL. Et tu as dit quelque chose de très intéressant lors de l'interview que tu as donnée à l'apologie du MMA. L'apogée. L'apogée, désolé. L'apogée du MMA. Tu as dit que le MMA en France pouvait être à nouveau interdit en 2024 ou 2025. Nous, on pensait que c'était acté, que c'était bon, qu'on était bien parti. Et ce que tu as dit, c'était très intéressant. Donc, on va en discuter. Et en plus, c'était pas n'importe qui. Pour ceux qui ne te connaissent pas, pour les plus jeunes, sans toi et d'autres, mais sans toi surtout, il n'y aura pas la légalisation du MMA en France. Donc, quand tu dis ça, forcément, c'est important. T'es pas n'importe qui, justement, qu'on vient de dire. En 2020, le MMA devient légal en France parce que tu étais dans la commission. Tu as travaillé en sous-marin. Tu as aidé. En 2008, ça a failli être légalisé en France et tu étais prévu pour devenir le président du MMA français. Là, ça s'est pas fait pour des raisons politiques à l'époque. Et donc voilà pourquoi on t'invite. On va discuter d'autres choses aussi. On va discuter également de la fédération, de son autonomie ou pas, de la présidence qui arrive et finalement de cette interdiction du MMA. Donc pourquoi penses-tu que le MMA peut être interdit en 2024 ou en tout cas ça peut ne pas être renouvelé si on fait pas attention? Quand j'émets cette supposition, c'est fort du parcours que j'ai connu et que j'ai fait pour la légalisation. J'ai rencontré 10 ministres des Sports en 16 ans. Je les ai tous rencontrés. Donc, certains personnellement et d'autres les chefs de cabinet. Et donc, je connais leur inquiétude et la première inquiétude, c'était justement ce trouble à l'ordre public, qui n'avait aucune raison d'être mentionné parce que il n'y a jamais eu de problème sur aucun événement de sport de combat. On va simplement expliquer pour certains peut-être qui ne connaissent pas le terme, trouble à l'ordre public, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des débordements dans le public, entre guillemets, donc des bagarres, une sorte de bagarre générale qui pourrait arriver dans le public. C'est pour faire simple. Tout à fait, c'est exactement ça. Et ça peut arriver. Moi, j'ai déjà vu ça en Angleterre, notamment, je me rappelle mais en France, en tout cas, l'image que véhicule le MMA, pour les autorités, c'est la première chose à laquelle ils pensaient. D'accord. Et ce fameux truc, on arme les jeunes contre la police. Ils n'ont pas le truc que le sport de combat, en fait, véhicule autre chose et que c'est justement l'inverse. Oui, ça désamorce plus les tensions que... Exactement. Donc, quand on fait pas de sport de combat ou qu'on est loin de tout ça et qu'on est politique, voilà, il faut... Donc, je passais également sur ces explications-là pour expliquer que c'est l'inverse. Donc, sachant cela et voyant la tournure qu'a pris surtout ce... Alors, c'est pas seulement l'événement du PFL, hein. C'est... Parce que j'ai eu quelques messages, les mecs me pensaient que mais non, le PFL c'était bon enfant. En fait, c'est surtout le PFL pour moi c'était la goutte d'eau. Moi, c'est surtout le premier UFC à quelques égards, j'ai entendu un ou deux tue-le, peut-être 3 ou 4. On est tout de suite venu m'en parler et j'ai dit oui, j'ai entendu, mais ils étaient que 3 ou 4. Par contre, le deuxième UFC, c'était tout le monde. On est passé de 3 ou 4 à tout le monde qui chantait tue-le. Plus les NTM, voilà, je parle pas du groupe de rap. Hein, non. Peut-être voilà. que Joe Star et Cool Chain étaient présents dans la salle aussi. Hein, mais... Peut-être, mais qui étaient repris en chanson. Ouais. Et
Et ça, j'ai trouvé ça inquiétant. J'ai trouvé ça inquiétant, même si l'ambiance générale était très bon enfant. Ouais. Ça, il faut le dire. Il y avait dans l'air, il y avait pas du tout de tension. C'était vraiment festif, mais les mots ont de l'importance. Et que si on commence le MMA avec ce genre de phrase, où est-ce qu'on va? C'est donc prendre conscience de ça. Donc moi, quand je suis dans la salle et que je me revois à côté des autorités en leur expliquant qu'on est un sport éduqué et que tu te revois dans le cabinet du ministre, voilà, on est éducateur et que j'imaginais un ministre à qui j'ai vendu la salade et qui me tape du coude comme ça. T'es sûr que ce qu'il chante là, c'est un petit peu bizarre quand même. Donc voilà, donc c'est ça qui m'est remonté et je me suis dit ça craint. Grosso modo, là, t'es en train de nous parler d'un public de foot. Grosso modo, pour faire simple, hein. C'est l'impression qu'on a eu en tout cas. Voilà, un public de foot, mais qui aurait toujours entre guillemets une animosité, c'est-à-dire que ce serait un PSG Marseille ou un Marseille PSG, voilà, ce serait vraiment deux clubs rivaux et le public serait systématiquement entre guillemets contre l'adversaire. Ouais, mais la question dans ce foot se pose pas, on se pose plus. La différence entre le foot et je pense et le MMA ou la boxe, par exemple, des sports de contact oui, violents. C'est l'image du sport, quoi. Je pense que au-delà, c'est que là, tu dis tue-le, par exemple. Si on prend ça, voilà, si on prend ce terme-là, tue-le. On sait que dans ces sports-là, il y a déjà eu des morts. Ça arrive. Ça arrive, heureusement, rarement, mais ça arrive. Au foot, tu dis tue-le. Tu vas pas avoir un tac au niveau de la gorge pour tuer le mec, tu sais ce que je veux dire? Là, c'est un vrai sport de contact, donc il va vraiment avoir des impacts. Il peut arriver quelque chose, une hémorragie, quelque chose. Malheureusement, ça peut arriver. Imaginons ça arrive lors de cet événement-là. On sait qu'aujourd'hui, la boxe s'est installée. Ça a plus d'un siècle en France, c'est bien installé. Tout à fait. Le MMA c'est légalisé. En plus, il y a des coups au sol. On sait comment c'était décrié en France. Je dis bien en France. C'était très décrié. Des coups au sol, etc. Même si ça a été un peu réglementé depuis, il y a plus des pénaltys, etc. Ce qu'on appelle les pénaltys, c'est des coups à la tête. Mais aujourd'hui, c'est vrai, s'il se passe quelque chose. Un mec qui tombe dans le coma. Simplement, nos politiques, aujourd'hui, on sait comment ça se passe. Hein. On sait comment les images parlent. Parce que, je reprends cette supposition. Le mec qui tombe, il meurt. Personne ne le souhaite ici. Hein. Bien sûr. Mais on parle de ça pour expliquer. Par rapport au terme tue-le. Hein, exactement. C'est par rapport à ce terme-là. Les images, c'est quoi derrière? La foule qui dit tue-le et le mec qui meurt. Ouais, c'est catastrophique, clairement. Le MMA, avant 50 ans, il ne revient pas en France. Hein. Et clairement, tu penses que les autorités ont le moyen du jour au lendemain de dire on ne fait plus de compète? Bien sûr. C'est une délégation. Le ministère donne une délégation, a donné une délégation donc à légaliser le MMA et a donné la délégation à la fédération de boxe pour porter la fédération de l'association MMA. D'accord. Donc ça pour 4 années. Demain, elle enlève cette délégation. D'accord. C'est terminé. On retourne au Moyen-Âge, le MMA. Tout simplement, et c'est pas compliqué. Hein. Et toi, tu retournes dans le cabinet des ministres. Bah oui. Avec, là, je sais pas avec si ton dossier. Tu repars au charbon. Là, parce que là, pour le coup. Ouais, donc la délégation, ça veut dire quand même un peu, c'est une sorte de tutelle, en gros. Et là, fin 2024, ils sont jusqu'à fin 2025 pour élire un président. Donc là, on sait où on y vient. Et de se dire, si dans ce laps de temps, on estime, alors les autorités ou quelqu'un d'autre estime que le MMA n'est pas viable toute seule, c'est fini. Non, pas forcément, parce que non, c'est pas exactement ça. Ouais. Donc en 2020, le MMA légalisé et est donné à la fédération de boxe. Ouais. D'accord, la délégation est donnée à la fédération de boxe pour porter le MMA pour 1 an. Ils font les 1 an. Ils redonnent à la fédération de boxe pour 4 ans. D'accord. Ça nous ramène à 2025. D'accord. Donc, la fédération de boxe dit on ne veut pas récupérer le MMA après 2025. Le MMA se retrouve tout seul. Et donc, porte ouverte à quelle fédération veut reprendre la délégation du MMA. C'est ce qui s'était passé quand la fédération de boxe l'a eu, avec l'appel à manifestation d'intérêt. Toutes les fédérations sont positionnées, sauf le judo. La même chose risque d'arriver. Ou alors la fédération de boxe se repositionne pour le récupérer. Et il lui redonne à la fédération de boxe, ou une autre fédération, ou la question de est-ce que le MMA peut devenir, la fédération peut devenir indépendante. Mais pour ça, il faut certains critères. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne pense pas que la fédération de boxe ait fait le travail nécessaire, suffisant au niveau récréatif, amateur, pour avoir suffisamment de licences pour être indépendant. Si, je me rappelle qu'il y a quelques mois en arrière, on était à 2000 et quelques licences. C'est ça. La fédération ne donnera pas une délégation entière à une fédération qui a 2000 licences, jamais de la vie. Mais aujourd'hui, après on va revenir, on va essayer de finir comme sur le sujet d'avant, on va continuer là-dessus si tu veux bien après, mais
il est vrai qu'aujourd'hui, on sait que grosso modo, il doit y avoir 40 000 pratiquants de MMA en France. C'est les clubs, finalement, ils préfèrent garder, entre guillemets, les sous pour eux et ils vont pas chercher les licences. C'est pas aussi c'est simple. noir et blanc que ça, oui. C'est pas aussi noir et blanc que ça. Le MMA a dû se débrouiller tout seul, tout le temps. D'accord. Aujourd'hui, il y a une légalisation, il y a une fédération. Donc, il y a un vrai travail à faire au niveau de la fédération pour faire prendre conscience à tous les gens qui montent des clubs que licencier chaque adhérent, c'est important. La plupart des clubs sont des associations, sont des entreprises, pas des associations avec la mairie, parce que justement, les mairies les empêchaient d'exister parce qu'il n'y avait pas de légalisation, justement. Donc, les mecs se sont démerdés. Les mecs ont monté leur salle avec leurs propres sous, et aujourd'hui, ils fonctionnent comme ça. Donc, maintenant, repartir sur un système associatif fédéral. Donc, ça, c'est une démarche où il faut que les gens prennent conscience que c'est important pour le bien de la discipline. Mais est-ce que ce travail a été fait ou expliqué comme je viens de l'expliquer? Je ne suis pas sûr. Donc il faut vraiment il faut faire ce travail pour que chaque enseignant comprenne que il faut licencier les pratiquants les pratiquants de MMA à la fédération. Ce travail que tu dis qui est important de licencier, donc ce travail de pédagogie, je voudrais justement revenir sur le fameux TULE. Est-ce que ce travail de pédagogie, on doit pas aussi le faire au niveau des clubs, au niveau des combattants, peut-être aussi, au niveau des organes, pour justement pour éduquer le public qu'on a? Parce qu'aujourd'hui, comment on aurait pu éviter un TULE dans le public, ou comment on aurait pu éviter, parce qu'après je peux comprendre le trash talk de Cédric Doumbé, qui a été excellentissime en avant, ce qui a permis justement d'amener tout ce public. Ouais, de vendre le combat, totalement. Et même d'amener un nouveau public, c'est surtout ça. C'est qu'aujourd'hui, il y a un nouveau public aussi dans les mains, grâce à lui, qui n'existait pas non plus, tu vois. Il a un peu vulgarisé, entre guillemets, tout ça, et ça permet d'apporter un nouveau public. Après, ce qui se passe dans la cage, voilà, où il dit Jordan, et le public répond, est-ce que c'est pas too much, tu vois, par rapport au sport de combat que c'est? Qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, entre guillemets, pour réglementer ce côté-là? Parce que c'est surtout ce côté-là qui a un peu choqué les gens qui aiment ce sport aussi. Non pas le fait qu'il dit ça, après ça se comprend. C'est un peu Cédric, et Cédric est très humain. C'est le show. Voilà, c'est le show. D'ailleurs, quand il gagne le combat contre Jordan, on le voit, il s'effondre dans les bras de sa mère, et il en pleure. Donc voilà, il y a le côté comme on sait que Cédric, ce mec, il est humain. Non, mais il pense pas une seconde. Mais c'est clair et net. Complètement. Cédric, ça a l'air d'être un mec super. C'est pas ça le truc. Cédric, il a fait. C'est pas lui de s'auto-réguler. Exactement. C'est pas lui de s'auto-réguler. Je prenais l'exemple du code de la route. S'il n'y a pas de code de la route, demain tout le monde fait n'importe quoi. Oui, il fait le show. De toute façon, on est d'accord. Voilà. C'est ce qu'apporte ce public. Un cadre doit être posé, et pas par l'organisateur qui lui est un vendeur de combat. Bien donc sûr. Des Cédric, ils en veulent à tous les combats. Bien sûr. Des mecs comme Cédric, ils rêvent d'avoir des mecs comme Cédric à prochain combat. C'est à la fédération. Et quand on te dit de poser les règles. Excuse-moi, quand on te dit que l'UFC, ça arrive pas à l'UFC, ça arrive au PFL, mais ça arrive pas à l'UFC. Ouais. Est-ce que tu n'as pas envie de répondre aux gens? Ça arrive pas jusqu'à maintenant, parce qu'aujourd'hui l'UFC et la WWE ça a fusionné. Oui, mais l'UFC est un promoteur qui va chercher. C'est une entreprise, donc ils fusionnent avec la WWE parce qu'ils savent que c'est un truc qui marche et qu'ils vont faire de l'argent. Mais l'UFC est la société UFC, donc de combat UFC. Les personnes qui sont derrière, c'est du très 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 sérieux. Moi, je travaille avec eux depuis de nombreuses années maintenant. C'est incroyable. Ça veut dire que ce qui s'est passé là, en effet, je vois pas le truc arriver à l'UFC. Il y a quelqu'un qui serait venu pour stopper ça. Ah ouais. Tu penses totalement que d'accord. Sûr et certain. Okay. Le moment où il part, où il va pour combattre et c'est ce qu'il a annoncé d'ailleurs, où il va pour dire Jordan avant, ça arrive pas à l'UFC, ça c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Ou en tout cas, si ça arrive, si jamais ça arrive, parce il y a sanction derrière. Mais derrière, il se passe quelque chose. C'est clair et net. Ils sont pas dans mais encore une fois, c'est même pas à l'UFC de le faire. C'est la fédération de poser un cadre. Alors peut-être toujours, il faut qu'il se passe un incident. Oui, pour s'adapter. Pour s'adapter. Mais j'espère que ça, ils en ont conscience, parce que pour moi, c'est le trash talk aurait dû s'arrêter à la porte de l'événement. Là, c'est l'événement, et maintenant on combat. Et derrière, Cédric a été magnifique. D'ailleurs, les paroles qu'il a eues pour Jordan, j'ai trouvé ça juste super cool, quoi. Donc ça aurait dû s'arrêter là. Je vais te poser une question.
de néophyte, même si je connais la réponse, mais voilà. Est-ce que la Fédération française de MMA a ce pouvoir de faire stopper ce type de comportement à l'entrée de l'arène? Oui, en fait, lorsque le Bellator, l'UFC, le ONE FC ou n'importe quelle organisation veut venir ou vient à Paris, elle a un cahier des charges qui est dicté par la fédération. Donc il suffit dans le cahier des charges de mettre un code of conduct, voilà. Et c'est tout. Alors c'est vrai qu'il faut toujours qu'il se passe quelque chose, parce qu'on ne pense pas à ça. Et puis là j'espère que demain, il y aura pas le droit de faire ci, ça. C'est à eux de trouver les termes et, pour cadrer. Mais ils sont obligés. Il faut qu'ils le fassent, c'est à eux de le faire. Et encore une fois, pas l'organisateur, c'est à la fédération de poser le cadre. Chez nous, on ne fait pas ça. Et voilà ce qu'on va mettre en place pour pas que ça arrive. Ils ont su. Cédric voulait monter avec le matelas dans la cage. Ils ont su le stopper. Oui. Alors oui, là c'était un peu trop. Ouais. Mais est-ce que justement avec une fédération aussi jeune, ils n'ont pas peur que les grosses entreprises, parce qu'on dit que c'est une entreprise, PFL, UFC, disent on vient plus en France parce qu'il y a trop de restrictions, trop de règles, et se fermer un peu le marché de gros organisateurs. Entre le trop de règles et pas de règles, il y a un delta qu'on veut. Il y a un delta, quoi. Je pense que c'est pas une question de trop de règles. Il faut des règles. C'est pas empêcher, parce que le vendre le combat, ça se fait avant. Ouais. Une fois qu'on est là, il y a le combat, il est vendu. Maintenant, on est là pour combattre et puis pour se comporter de façon sportive. Là, c'est le sport qui doit reprendre le dessus. Et les valeurs du sport qui doivent reprendre le dessus. Et pas de continuer dans cette surenchère ou entraîner tout le. Parce que, public, mais le pauvre Jordan, c'est monstrueux. C'est ce qu'il a vécu, oui. Et puis ça continue derrière. Donc, c'est là où c'est la limite de ce qu'on est en train de faire. Toi, tu crois que les politiques qui regardent ça voient ça d'un mauvais œil, ou est-ce que ça, ils se disent qu'est-ce qui pourrait les amener aujourd'hui à dire chose qu'on ne veut surtout pas, là on va mettre le là. Mais moi, il ne faut pas savoir le nombre de personnes qui m'ont parlé de ça justement, en disant franchement ça c'est tout ce qu'on voulait pas voir. D'accord. Mais bien sûr, c'est pas est-ce que je pense, je le sais. Donc le tue-le à l'UFC plus ce qui s'est passé au PFL, donc deux trucs très médiatisés. Pas bon pour nous. Pas bon pour nous. Pas bon pour nous. Il y aura pas d'incidence là, mais pas bon pour nous. Faut pas que pas bon pour nous du tout. Il faut qu'on doit montrer. On a une responsabilité aujourd'hui, le MMA. On a une responsabilité. On est regardé par tout le monde parce que pendant très longtemps on voulait pas qu'on arrive, et là on arrive et vous avez vu. Vous avez vu, on savait. Voilà, c'est juste des sauvages. Voilà. Donc je pense que c'est à nous de nous prendre en charge et montrer qu'on est encore mieux qu'on a dit qu'on serait. Donc, sans mettre des règles et tout d'un coup ça devient des bisounours. Non, parce que il faut qu'il y ait. Moi j'aime le côté spectacle. Moi j'ai pas de souci à ce que un sport soit spectaculaire et qu'il y ait du show. Parce que les gens, on vient pour voir un combat, mais on vient également pour passer du bon temps. Bien sûr. Et donc quand on a un Cédric, c'est génial. Il vend le truc, on est là, et puis après voilà, c'est fini une fois qu'il est. C'est ça en fait. Je vais te poser une question comme ça. Imaginons, tu vois, que Cédric c'est McGregor et qu'en face c'est Khabib. Et que ça dégénère comme ça a dégénéré, tu vois, parce qu'il y en a un qui a gagné, l'autre pas, tu vois, et l'autre a très mal pris les propos de l'autre. Si ça arrive, ça, en France, entre deux Français, aujourd'hui, dans l'état dans lequel si ça arrive, pour moi, il va se passer ce qu'on redoute tous, quoi. Là, il y a rendez-vous au ministère, et avec le président de la Fédé de boxe, avec les protagonistes, et puis goodbye. Goodbye le MMA en France. Ah, carrément. C'est pas on reste sous tutelle encore X années. Carrément. Faut bien comprendre. En fait, il faut comprendre que la principale objection, je vais pas dire ça comme ça. Le fait qu'il y ait des champions français, le ministère, il en a rien à cirer. C'est pas le problème du ministère. La première question qu'il posait, c'est, je vais faire une analogie. Si mon enfant va faire du MMA, je vais être sûr qu'il soit dans des bonnes conditions pour pouvoir pratiquer ces disciplines de façon sécure. Je ne veux pas qu'il soit en danger. Et il fallait amener cette démonstration. Tant qu'on ne pouvait pas assurer les autorités que n'importe quelle personne puisse aller dans un club de MMA et s'entraîner et être pris en charge par quelqu'un de formé dans des conditions de sécurité qui correspondent à ce qu'on attend d'un éducateur, tant qu'on ne peut pas faire la démonstration de ça, c'était niette. Donc qu'il y ait un champion français à l'UFC ou n'importe où,
c'est pas leur problème. D'accord. C'est pas leur problème. C'est vraiment l'encadrement, la formation des profs. Et même ça a été un moment, parce que ça a été là je vais rentrer un petit peu dans le côté un peu personnel du travail avec l'UFC. Lorsque l'UFC, on faisait les rendez-vous avec l'UFC au ministère, au départ, l'UFC venait pour vendre qui ils sont. Oui. Et moi, je leur disais, en France, c'est différent. Calmez-vous, les gars. C'est pas, on est une grosse organisation, on a des grands champions, on fait beaucoup de... Ils s'en tapent. Ouais. Et au bout de quelques rendez-vous, ils ont compris. Et là, ils me mettaient en avant. Ouais. Donc moi, j'arrivais avec le côté éducatif, boum, et à côté, by the way, on est une organisation sérieuse, venez voir ce qu'on fait. Et donc, le mix entre le côté éducatif par quelqu'un qui porte le sujet, qui est un judoka, qui a fait l'INSEP, qui a une éducation martiale, avec à côté un acteur sérieux, le plus sérieux. Et d'ailleurs, venez voir nos combats, vous allez voir derrière comment ils sont pris en charge au niveau de la sécurité, au niveau de la santé, comment on travaille. Là, il y avait un combo qui était bien. Parce que c'est vrai qu'en Europe, on est sûrement peut-être le pays qui prend le plus soin de ses combattants avant combat et après combat. C'est-à-dire qu'on demande des examens que c'est pas forcément demandé dans les autres pays. Oui, alors c'est pas vraiment une question de pays, c'est une question d'organisation. C'est une question d'organisation parce que aujourd'hui c'est demandé partout et pas qu'en MMA. Donc le MMA a suivi ce que faisaient les sports les sports pieds-points en termes de tests avant toutes les histoires de scanners, de fond de l'œil, tout ça, c'est pas le MMA qui l'a inventé. Donc on s'est juste mis à la page. Oui, ça existe déjà en boxe. Voilà, exactement. Donc ça a suivi parce que c'était clair, c'était cohérent et qu'il y a des problèmes de commotion. Donc il faut être sûr que quelqu'un qui a un trouble avant ne soit pas dans cette situation et que lorsque le combat est fini, qu'il soit checké pour être sûr qu'il peut continuer à rentrer chez lui tranquillement. D'accord. Si on essaie de se projeter un tout petit peu en 2024-2025, on va dire que tout est né.